Merci beaucoup pour l'invitation du réseau des routes singulières et aussi de la Fondation Créanta. Et merci beaucoup à Félix Magneto pour avoir pensé justement à cette participation. Le titre qui est là, c'est un titre véritablement introductif et qui pose sans doute un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est de parler de paysage créatif au lieu de paysage culturel, parce que traditionnellement, au mieux, on parle de paysage culturel. Et le second, c'est de parler de gestion de la culture, mais je vais essayer, dans les 20 minutes que j'ai à peu près, de faire un peu une présentation qui pourra vous paraître un peu académique, mais sachez simplement que c'est plutôt la synthèse de beaucoup d'observations et de beaucoup d'analyses que j'ai fait actuellement dans le cadre notamment de l'OCDE, qui prépare un rapport important sur le rôle de la culture dans le développement économique. Le terme de paysage créatif est sans doute pas... c'est pas pour changer de ville créative, hein, ne craignez rien, mais c'est juste pour montrer que l'on est en présence d'un enjeu qui part de la ville, bien entendu, quelle que soit sa taille d'ailleurs, avec des nuances, mais quelle que soit sa taille, mais qui dépasse largement en quelque sorte le périmètre de la ville, puisque, comme il a été dit hier soir par l'un des artistes qui participaient à la table ronde, ce qui est important, c'est pas seulement d'être et de vivre sa ville, mais c'est à partir de sa ville de pouvoir repérer en quelque sorte tout ce qui se passe autour. Et la notion de paysage ici est assez pertinente, puisqu'elle revient à dire qu'au fond, il y a bien sûr le panorama de toutes les possibilités, mais il y a aussi l'expérience que l'on en fait et les valeurs que l'on en dégage. Donc il y a ces trois éléments, en quelque sorte, le panorama, l'expérience et les valeurs, qui sont véritablement au cœur de cette notion. Après, l'enjeu qui va tout de suite se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la créativité aujourd'hui ? Parce que ce thème de la créativité, bon, on ne va pas faire de l'histoire, mais enfin, il remonte maintenant à presque 25 ans. Il a connu des phases successives. Au départ, il a été assimilé à des groupes d'industries, ce qui ne collait pas du tout, même si, par ailleurs, ça collait très bien aux industries culturelles, puisqu'il n'y a pas a priori d'industries qui le sont ou qui ne le sont pas. C'est simplement, elles le sont plus ou moins. Évidemment, leur dynamique s'en ressent. Après, il a souvent été associé à la notion d'attractivité, ce qui est une notion qui n'est pas inutile là encore, mais qui est extrêmement ambiguë et même dangereuse. Et là aussi, d'ailleurs, un des artistes hier soir a signalé que le problème, c'était d'abord de commencer à bien faire ce que l'on savait faire, et que grâce à ça, on deviendrait ipso facto, en quelque sorte, attractif. Mais le débat est plus important parce que, en filigrane derrière cela, on s'interroge évidemment sur les sources de la créativité et le rôle que les arts en tant que tels, je veux dire la culture, hein, comme je dis les arts, peut y avoir. Et on oppose souvent, et il faut le rappeler ici, créativité scientifique, créativité artistique et créativité économique. Alors la créativité économique, c'est pas un gros problème, parce qu'en général, quand on parle de créativité économique, on commence avec la notion d'innovation, c'est-à-dire qu'en fait le problème est déjà résolu en quelque sorte. Le problème, c'est simplement de mettre en œuvre une idée nouvelle ou quelque chose de nouveau. Mais quand on parle de créativité artistique et créativité scientifique, c'est beaucoup plus délicat. Et il faut absolument comprendre s'il y a une différence ou pas, parce que s'il n'y a pas de différence, vous vous doutez bien que les enjeux de la créativité scientifique sont absolument omniprésents, prépondérants, et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez un certain nombre de travaux sur les villes créatives, la grande majorité de ces travaux sont confondus avec les nouvelles technologies. Donc il faut, si on veut maintenir en quelque sorte la place de la créativité artistique, il faut absolument la mettre à jour. Et ici, cette place de la créativité artistique, elle était assez bien délimitée de la manière suivante, en disant qu'au fond, la créativité scientifique, c'est une créativité qui est très verticale, elle se fait par accumulation de ce qui est vérifié, ou même plus précisément de ce qui est
prouvé comme n'étant pas faux, puisque selon le fameux adage, on ne peut pas prouver ce qui est vrai, mais on peut prouver ce qui est faux, donc c'est déjà un élément. Donc ce sont des processus qui reposent sur des expériences, sur le jugement, et beaucoup plus par des jugements de type statistique et scientifique, pas seulement par le jugement des pairs. Alors que la créativité artistique, c'est une créativité qui est beaucoup plus horizontale, en quelque sorte, qui marche par démarcation, en quelque sorte, où là, le problème n'est pas de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais qui est véritablement de montrer qu'il y a effectivement d'autres choses qui comptent, d'autres choses qui apparaissent, d'autres valeurs qui peuvent être exploitées. Alors, si je vous rappelle cela, c'est pas du tout de manière prétentieuse, mais c'est tout simplement parce qu'il faut faire attention à ce qu'en ce moment, c'est plutôt la créativité scientifique qui prend le dessus dans beaucoup de débats sur la gestion, que ce soit la gestion des villes et a fortiori quand c'est la gestion des États. Mais bon, pas le débat maintenant, mais c'est évidemment quelque chose de très fort. Et le secteur des arts et de la culture, ou disons plus exactement le domaine des arts et de la culture, je voudrais éviter le mot secteur, se retrouve un peu prisonnier entre cette créativité scientifique qui apparaît d'un côté comme beaucoup plus importante, et d'un autre côté, mais c'est un autre aspect des choses, dans le fait que dans les arbitrages politiques, y compris au niveau local, le thème de l'environnement devenant omniprésent, le thème de la culture se trouve un peu marginalisé. Très souvent en tout cas, et on le voit d'ailleurs dans les budgets. J'imagine que c'est un peu comme cela dans les communautés autonomes en Espagne. En tout cas, c'est véritablement comme cela en France, pour autant qu'on puisse identifier clairement les catégories. Alors, à partir de là, on peut se demander comment gérer la culture. Je m'excuse, il y a très peu de PowerPoint, je vous le dis tout de suite. À partir de là, le problème qui se pose notamment aux gestionnaires de la culture, c'est comment secréter en quelque sorte cette créativité ou lui donner des perspectives, non pas comment l'organiser, ça serait tout à fait prétentieux, mais comment la catalyser. Et là, le problème, la notion qui va apparaître comme étant tout à fait importante, et je la cite très volontairement ici parce qu'elle a été notamment développée par quelqu'un de Barcelone que vous deviez connaître, mais qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, c'est Eduardo Miralles. C'est la notion de transversalité culturelle, en quelque sorte. Et le problème de la transversalité est important. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on a commencé véritablement à vouloir faire de la culture un levier de développement, et j'en parle sur les 20 dernières années, bien sûr, on a tout de suite vu évidemment que c'était impossible en quelque sorte de diffuser ou même de catalyser des pratiques culturelles si dans le même temps on ne résolvait pas d'autres problèmes tels que ceux du logement, tels que ceux de la garde des enfants, tels que ceux du revenu minimal, etc. De l'éloignement, etc. Donc d'emblée, on a cela. Et on le voit d'ailleurs très bien, là, en France, je vois, pour ceux qui travaillent sur les rapports entre les musées et les services de l'emploi et de retour à l'emploi, on constate bien évidemment que le problème clé commence par des problèmes, par des dimensions beaucoup plus concrètes, en quelque sorte, que l'accès en soi à des activités culturelles. Mais en fait, ce thème de transversalité doit être entendu dans un sens beaucoup plus riche et doit être amené du débat entre ce que l'on appelle la démocratisation et la démocratie culturelle. Alors, la démocratisation culturelle, en gros, pour aller assez vite, c'est l'idée que l'on donne aux gens la possibilité d'avoir un accès à la culture qu'ils n'ont pas eu jusqu'alors. Et vous voyez tout de suite en germe, on a autre. Si, merci.
Donc, et souvent d'ailleurs aujourd'hui, cet accès, on voit que c'est le marché qui prend la part dominante. Et si je voulais être un peu choquant ici, parce que c'est pas tout à fait, enfin c'est pas pour être choquant, mais c'est simplement pour élargir complètement les références, je dirais que le champion au niveau mondial actuellement, en tout cas, c'est Netflix. Alors peut-être pas au niveau local, mais au niveau mondial et donc local, c'est Netflix. Ou, si vous voulez, Spotify avant, etc. Mais il y a l'autre conception qu'on appelle celle de la démocratie culturelle, où le problème, ce n'est pas seulement d'amener les gens à ce qu'ils aient un accès, mais c'est véritablement d'entrer dans les pratiques culturelles. Et en entrant dans les pratiques culturelles, c'est d'y faire des expériences. Et en général, c'est à partir de ces expériences que l'on estime qu'il y a effectivement d'abord la créativité d'eux-mêmes qui se renforce, éventuellement l'extension de cette propre créativité à de nouveaux services, de nouveaux biens, de nouvelles organisations, de nouveaux liens sociaux, etc. Et ça se retrouve évidemment dans un débat qui est très délicat, que les statisticiens, mais pas seulement eux, connaissent bien, et qui est au fond, qu'est-ce qu'on va mesurer? Est-ce qu'on va mesurer l'accès? Est-ce qu'on va dire, ben voilà, vous avez eu tant de visiteurs dans le musée ou tant d'audiences au théâtre? Ou est-ce que l'on va visiter véritablement l'effet de transformation que cela va avoir sur ceux qui ont participé? Encore une, c'est la dernière. Una otra, por favor. Voilà. Alors, à partir de là, on peut se demander quels sont les chantiers qui font qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villes, une fois encore, bon, la taille aura quand même une influence, même si par nature, c'est pas ça qui est déterminant. Quels sont les chantiers qui sont soit à mettre en œuvre, soit qui le sont déjà en quelque sorte. Et je vais vous en identifier 5, mais je vais sans doute pouvoir ne vous parler que du premier, du second et au maximum du dernier. Donc le premier, là je vais aller très vite, c'est qu'il faut bien voir que quand on va essayer justement d'avoir cette approche plus intégrée des activités culturelles qui va déborder en quelque sorte sur le retour à l'emploi, sur un meilleur état de santé, sur le recul des difficultés pour les personnes âgées dans les centres de personnes âgées, etc., eh bien, on est obligé de faire ce que l'on appelle le passage de la valeur intrinsèque de la culture, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient la catharsis, c'est ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte l'expérience et l'enrichissement de la personnalité, aux valeurs extrinsèques qui vont être captées dans des domaines extrêmement variés et qui, à ce moment-là, doivent se lier ou s'unir à d'autres logiques professionnelles. Bon, si j'avais le temps, je prendrais un cas qui, à mon avis, est très important, qui est celui aujourd'hui, et ça touche vraiment toutes les villes, quelle que soit leur taille, c'est le rapport entre les arts visuels, l'artisanat et le design. Parce que quand on réfléchit bien, c'est absolument la même filière, art visuel. Alors, on peut dire c'est d'abord l'artisanat et le design, ou c'est d'abord les arts visuels et puis après le design, mais on peut aussi dire que c'est les trois ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important. D'ailleurs, il y a eu un programme Interreg il y a 2 ans là-dessus. Les conclusions ont été présentées, donc il s'appelait InnoCrafts. Et ça, à mon avis, c'est très intéressant parce qu'on voit comment ces 3 catégories d'acteurs et ces 3 domaines, en quelque sorte, qui doivent s'associer, ont quand même une certaine difficulté. Et là, il est probable que la perspective du développement local est une de celles qui est sans doute la plus fédératrice. Mais, une fois encore, ce n'est pas évident. Bon, un second thème... si c'est pour Devolver, por favor. À la ultima. Non, si, gracias. Un second thème qui est important, c'est celui des partenariats publics entre différentes villes d'ailleurs, ou entre différents niveaux de gouvernement, avec toutes les complications de gouvernements locaux, pardon, avec toutes les complications que cela peut représenter selon la nature spécifique du pays. Et ça aussi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que le partenariat public-public, c'est pas quelque chose d'illogique.
Pour deux raisons. La première, c'est que les crises de l'endettement public que subissent tous les pays, et surtout maintenant toutes les collectivités locales, ou presque, ça conduit évidemment à jouer sur des effets de levier, des fonds de concours, des prêts compensés, etc., entre différents niveaux de gouvernement. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi ce que l'on appelle plus ou moins la crise de l'État-providence, qui est un terme évidemment extrêmement ambigu, ça conduit à dire qu'il y en a qui sont quand même mieux à même parmi les différents gouvernements locaux qui peuvent être concernés par un problème pour comprendre quelle est la demande précise et quelle est la réponse précise à apporter. Alors, si j'avais le temps, je vous prendrais, parce que j'ai vu qu'il y avait deux villes qui étaient très proches de Bayonne dans votre audience, parce que j'ai eu à faire cette étude pour le ministère de la Culture en France, donc l'audit du musée de la langue basque de Bayonne, puisque c'est son titre officiel d'ailleurs, c'est le musée de la langue basque. Et je voudrais montrer que c'est quand même pas très facile, parce que, au fond, cet effet de synergie que l'on attend, eh bien, il ne résiste pas vraiment à la crise. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, 1 euro plus 1 euro, ça fait peut-être 3 euros, enfin on peut raisonner comme ça, mais quand il y en a un qui ôte 1 euro, ben, ça en fait 0 à ce moment-là. Donc c'est évidemment un mécanisme qui est assez délicat. Et puis, 13 minutes. Et puis, je voudrais finir alors sur le dernier thème qui est peut-être celui qui concerne le plus et qui est celui des nouveaux espaces, ce que l'on appelle maintenant, notamment dans la terminologie européenne, les nouveaux espaces civiques. Bien, on ne dit pas nécessairement culturel, mais on dit nouveaux espaces civiques justement parce qu'il y a eu tout un débat sur les nouveaux espaces culturels, y compris d'ailleurs en Espagne et au Pays Basque avec les travaux de Roberto Gomez qui est à Vitoria, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Mais ça peut être à partir d'autres espaces que des espaces purement culturels. Mais l'idée, c'est d'insuffler la créativité culturelle à travers tous ces espaces. Et il y a deux exemples auxquels je pourrais me rattacher ici, que certains d'entre vous connaissent bien d'ailleurs. Il y en a un, et c'est celui d'ailleurs que la Fondation Créanta a beaucoup fait connaître, c'est les parcs bibliothèques de Medellín en Colombie, qui est évidemment un exemple tout à fait exceptionnel. Pour moi, c'est un des plus beaux actuellement au niveau mondial et qui a fonctionné, même s'il y a à boire et à manger un peu, mais c'est vraiment... Mais il y a un autre exemple qui est peut-être moins connu, parce qu'il est aussi sud-américain, mais il est brésilien, c'est l'exemple des centres CESC au Brésil, notamment. Donc, ces fameux exemples, ces fameux centres qui ont été créés un peu dans tout le Brésil, mais surtout dans l'État et dans la ville de Sao Paulo, où ils sont nés d'ailleurs, qui sont des exemples où on a associé systématiquement les activités culturelles, les activités médicales et les activités sportives. C'est vraiment le trident ou le triptyque. Et ça, c'est véritablement très, très important, si vous voulez, parce qu'au fond, il ne faut pas oublier que les activités culturelles, bon, tout le monde n'y va pas. Et même quand les gens y vont, tout le monde ne va pas nécessairement y entrer aussi facilement de la même manière, et je dirais faire son miel de la même manière. Et là, ce qui moi, me semble très intéressant dans tout cet exemple des fameux centres CESC, c'est qu'ils ont réussi, pour ça Medellín avait fait un peu la même chose, mais à une autre échelle, ils ont réussi à faire venir toute une série de personnes qui venaient peut-être plus pour la détente et le loisir, sans dire il y a des bonnes formes et il y a des mauvaises formes. Non, il y a la culture A et la culture B, mais en disant c'est peut-être justement parce que vous êtes venu au moins volontairement ou pour quelque chose que vous allez pouvoir aussi y découvrir autre chose, notamment sous la forme d'ateliers. Et ça, c'est évidemment très, très intéressant. Bon, je ne peux pas prendre beaucoup plus de temps et je vous prie de m'en excuser. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention.